Bienvenue dans le Pod Yaourt, le premier podcast qui s'intéresse à toutes celles et ceux qui font le Havre, à toutes celles et ceux qui sont le Havre. Le plus souvent possible, je vais recevoir à ce micro des artistes, des sportifs, des entrepreneurs, des créateurs de contenu, des cuisiniers, des écrivains, bref, tous ceux qui font briller notre chère et tendre ville et qui nous rendent chaque jour un peu plus fiers d'être havrais. On parlera de leurs histoires et on verra en quoi Le Havre a une place centrale et si particulière dans leur projet. Saison 1, épisode 4. Pour Paris, Le Havre est devenu hype. C'est une ville où on voyage, Le Havre c'est un bout du monde. Non, Le Havre n'est pas maudit. Je viens du Havre, moi, je viens de Cocrioville. Faire entendre à tout le monde que Le Havre était une belle et grande ville. Le Havre. Little Bob, c'est The King. Un Havre de grâce. Je vais ramener la cage au Havre. Au Havre, les gens sont tous gentils. Ici, c'est Le Havre, en Normandie. Bonjour à tous et bienvenue dans le Pod Yaourt. Pour ce nouvel épisode, je vous propose de partir à la rencontre d'une personnalité havraise au parcours sinueux, original, mais ô combien intéressant. Tout d'abord footballeur, mon invité est formé à l'école des champions, à la Cavée Verte, avant d'entamer une carrière professionnelle. Puis d'un coup, tout s'arrête à 24 ans pour cause de blessures à répétition, mais il en faut bien plus pour le mettre à terre. Un diplôme de droit en poche, un autre d'entraîneur de football et puis plus récemment un podcast. Son nom, Impossible, n'est pas vrai, où vous pouvez entendre les parcours inspirants des sportifs havrais. Aujourd'hui, avec mon invité, c'est plus qu'un podcast, puisque c'est un podcast imbriqué dans un autre podcast. Je suis heureux de recevoir Mohamed Bachir. Salut Mohamed. Salut, je suis très content d'être avec toi aujourd'hui. Et ben moi aussi, je suis très content de te recevoir parce qu'on a parlé là, il y a 5 minutes. Il y a quelque chose que j'ai oublié de te dire, c'est que c'est peut-être grâce à toi que je fais ça. Tu vois, d'une certaine façon, j'ai écouté ce que tu avais fait et ça m'a beaucoup inspiré, j'ai beaucoup aimé et je me suis dit bah tiens moi aussi je vais essayer de me lancer comme toi pour essayer de faire quelque chose. Donc déjà je tenais à te dire merci parce que tu es une source d'inspiration en tout cas. Merci, c'est gentil. On a tous quelque chose en nous de particulier. Eh bien écoute, on va voir ça tout au long de cet épisode. En préparant justement la discussion qu'on allait avoir, je me suis vraiment demandé par quoi j'allais commencer. J'ai regardé ton parcours, il y a plein de choses différentes. Je savais pas par quoi commencer, le podcast, le foot, ce que tu as fait après, le droit, enfin bref. Voilà, j'ai décidé qu'on allait commencer peut-être par le plus récent, le podcast. Donc je le disais en intro, hein, ce nom de podcast Impossible n'est pas vrai, à vrai, avec le jeu de mots, comprendra qui pourra. Qu'est-ce qui te décide à te lancer dans cette aventure de podcast ? Je crois qu'en fait, à un moment, j'arrivais à un carrefour de ma vie, tu vois, où j'ai pu acquérir pas mal d'expériences dans différents domaines, expériences de vie, expériences professionnelles, et je me suis dit que j'avais envie en fait de partager toutes ces expériences autour de moi et faire comprendre à toute personne qu'il n'y a rien qui est impossible en fait. Ma vie, en fait, a été faite de différentes épreuves que j'ai bien réussi, mais tout le monde peut réussir. C'est une question de volonté, d'état d'esprit. Et après, c'est changer certaines choses en nous, notre vision de la vie, pour qu'on puisse atteindre ce qu'on souhaite. Et ce qui te motive à la base, c'est vraiment de partager les histoires des gens que tu rencontres. En fait, ouais, c'est ça. Le concept Impossible n'est pas vrai, il regroupe, on va dire, 3 choses. Donc les podcasts avec personnalité, il y a la formation et du coaching également. Donc ça m'arrive également d'intervenir sur des conférences motivationnelles, où là, il y a pas mal de personnes qui viennent. Et je parle pendant 1 heure à 2 heures. Et voilà, l'idée, c'est de partager des choses, faire ressortir quelque chose de particulier. Parfois, juste une phrase qui va faire tilt dans la tête d'une personne, comme tu as pu me le dire tout à l'heure en préambule. Et après, c'est parti. Tu vis quelque chose. Parce que je pense que ça n'a rien à voir avec la religion, que ce soit, mais on a tous une capacité qui parfois dort et qui ne demande qu'à se réveiller. Et comment tu arrives, toi, à essayer de réveiller cette capacité chez les autres ? Sans dévoiler tous tes secrets, hein. L'idée, je crois, c'est que, en fait, si je reprends par rapport à mon histoire, c'est l'histoire à la base de la vie, tu vois, et comprendre déjà le sens même de la vie, tu vois, les rencontres qu'on fait qui ne sont pas du hasard. Et toutes les rencontres que j'ai pu faire, moi, dans toute ma vie, qu'elles soient professionnelles, personnelles, elles m'ont toutes apporté quelque chose. Et je me suis dit que finalement, tu vois, tout ce qu'on a pu m'apprendre, mais je suis persuadé que les personnes autour de moi, elles ont aussi leur vie qui est particulière, parce qu'on n'est pas des clones aujourd'hui dans le monde. Et les rencontres qu'elles ont pu faire, elles sont bénéfiques pour eux. Il suffit de pas grand-chose, sincèrement. Une phrase, juste un petit mot,
et bim, c'est parti derrière. Et quand tu décides à te lancer dans cette aventure du podcast, de rencontrer des gens, justement de les faire parler de leur parcours, tu penses tout de suite au format podcast, c'est ça qui te vient à l'esprit tout de suite ? Au départ, en fait, quand ça décide de sortir le concept d'Impossible n'est pas vrai, c'est que des podcasts. C'est-à-dire que j'avais commencé à la base par Amadou Alassane. Je lui avais demandé, déjà merci à lui. Incroyable. On en parlait tout à l'heure d'Amadou Alassane, une histoire folle. Exceptionnel ce jour, et même humainement, je le connais depuis tout petit, extraordinaire. Je me suis dit, mais en fait, quand je l'ai lancé au départ sur Spotify, Deezer, les plus différentes plateformes, il y a eu beaucoup de retours positifs et les personnes m'ont dit, mais c'est super, en fait, fais plus. Et là, je me suis dit, mais finalement, en fait, il y avait une demande quelque part. Les gens, en fait, ils attendent quelque chose de positif. Et l'idée, c'est que ça soit inspirant, mais il faut faire monter toute personne vers le haut. C'est l'objectif, en fait. Et toi, tu décides aussi de créer ce concept ici, chez toi, au Havre. C'était important pour toi que tout commence ici ? Oui, c'est important parce que dans ma vie personnelle, tu vois, j'ai eu un grave accident quand j'étais petit. Et du coup, en fait, la France, quand même, elle m'a aidé. Merci la France, quelque part. Et j'ai grandi au Havre, au milieu de ma famille, au milieu de tout le monde, tu vois. Et je me suis dit, quelque part, il fallait que je sois capable de rendre ce qu'on a pu me donner. Je le disais aussi en préambule, tu as interviewé quand même pas mal de sportifs jusqu'aujourd'hui. On parlait tout à l'heure, Jean-Marc Nobilo, Steve Ambry, Anthony Le Tallec, Amadou Alassane, on vient d'en parler. Pour la petite histoire, Amadou Alassane, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un ancien joueur du HAC qui, lors d'un transfert vers les Glasgow Rangers, tu me dis si je me trompe, on lui a détecté une malformation cardiaque, il a dû arrêter sa carrière. Voilà pour la petite histoire. Je parlais des gens que tu as interviewés. On sait que c'est parfois compliqué d'aborder les sportifs qui sont parfois un peu réservés, surtout sur leur vie et surtout sur leurs échecs. On les sent très à l'aise avec toi, ils arrivent vraiment à se livrer. Comment tu arrives justement à les faire se livrer autant ? Je crois qu'en fait, dans la vie, ce qui est important, c'est la confiance. La confiance en soi que l'on transmet. Et l'idée, c'est que, comme j'ai pu également te le dire tout à l'heure, c'est vraiment bienveillant. Tu vois, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de recherche de mauvais buzz. Je ne cherche pas, moi, à être une star sur leur histoire. Ce n'est pas du tout l'objectif. Et je leur fais bien comprendre au départ. Et je leur répète la phrase, on se connaît, mais on ne se connaît pas. Mais sache que je dirai que des choses positives à ton égard, qui sera bien pour toute personne. Moi, je ne suis pas... certaines chaînes télévisées pour faire quelque chose de mauvais, pas du tout. Je veux que la personne derrière, quand elle se réécoute et elle se revoit sur les réseaux, elle dise tu vois là, c'est fort, ça me ressemble, c'est exactement ça ce que j'ai vécu. On se connaît mais on se connaît pas. C'est quoi le message que tu essaies de dévoiler à travers ça ? En fait, on a tous, mais vraiment tous sur Terre, une histoire particulière. Tu vois, que tu sois héritier ou que tu n'aies pas d'argent au départ, on a tous des épreuves telles, peu importe le niveau d'épreuve. Et c'est ça qui fait que tu es plus fort dans ta vie future. Et ces épreuves-là, en fait, il faut les utiliser à bon escient pour que justement tu puisses réussir dans ce que tu souhaites plus dans l'avenir. Aujourd'hui, toi, tu arrives à entendre des histoires que certains journalistes n'arrivent pas à entendre. Est-ce que les sportifs aussi se livrent plus facilement à toi parce que tu as été l'un des leurs, tu as partagé un petit peu leur vie de sportif ? Je crois que ça aide quand même, tu vois, parce que dans le sport, il faut dire la vérité, dans les victoires comme dans les défaites, tu restes uni. Et toutes les expériences que tu peux partager, tu vois, sur une saison, c'est long quand même, c'est très long. On ne voit pas vraiment, mais un footballeur, ça reste un humain avant tout. Et parfois, quand tu vois à la télé, on va critiquer une personne qui a loupé un penalty, peut-être que ce jour-là, peut-être qu'elle a un enfant qui était malade. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont autour de l'humain qu'on ne prend pas en compte. Et puis une carrière, c'est 15 ans à peu près environ. Et puis tout le monde n'est pas Kylian Mbappé ou Neymar. Donc il y a d'autres joueurs. Toi, tu interroges beaucoup de joueurs qui sont passés par ici. J'en citais quelques-uns. Des joueurs qui ont fait des carrières en Ligue 2, qui ne gagnent pas 3 millions de dollars par mois, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et comme tu dis, une carrière, c'est très court. Mais les moments que tu as vécu, que j'ai pu vivre avec eux, c'était une chance pour moi. Et je me suis dit encore une fois, tu vois, toutes ces choses peuvent être bénéfiques pour la suite de ma carrière. Et justement, toi, ça t'apporte quoi d'entendre toutes ces histoires ? Est-ce que déjà tu pensais, en imaginant le concept, que ce serait celui d'aujourd'hui ? Et qu'est-ce que ça te fait quand tu entends vraiment tous ces témoignages de sportifs ? Tu sais, c'est assez étrange ce que je vais te dire, mais en fait, j'avais
imaginer à quelques années tout ce que j'allais faire et on va dire, les retombées positives derrière. Encore une fois, tu vois, moi, c'est pas l'objectif de rechercher du buzz ou quoi que ce soit. C'est pas du tout ça. Moi, par contre, quand je rencontre les personnes, mais je suis content de les revoir. Déjà, humainement, ça me fait plaisir. Parfois, c'est des personnes que j'ai croisées une fois, 2 fois, d'autres sur une saison. Et c'est déjà une rencontre juste entre nous au départ. Une rencontre qui est plutôt personnelle, qu'on va partager à une communauté derrière. Et ouais, ça me fait vraiment plaisir, tu vois, de les revoir déjà, les personnes à la base. Là, tu as déjà fait pas mal de podcasts. On a combien à peu près ? Je crois que c'est une quarantaine, si je dis pas de bêtises. Une quarantaine, c'est pas mal. Beaucoup de boulot et beaucoup de sportifs qui sont passés à ton micro. Tu as encore plein de projets, j'imagine. S'il y avait un nom là de quelqu'un que tu voudrais absolument, celui auquel tu penses assez souvent, que tu n'as pas encore fait et que tu aimerais beaucoup faire, qui ce serait ? Je l'avais déjà dit, tu vois, sur là, j'aurais bien souhaité faire Édouard Philippe. Tu vois, je l'avais déjà. Édouard Philippe. Édouard Philippe, ouais, je l'avais déjà sollicité. Donc on m'avait dit que c'était pas possible, mais par l'avenir, pourquoi pas ? Parce qu'en fait, ça reste une personnalité forte du Havre, tu vois. Ah et bah c'est un ouais, domaine qui est carrément. totalement différent, qui n'est pas du sport. Il faut savoir qu'en fait, le concept, il n'est pas forcément lié qu'au sport. Ouais. Après, il est grand amateur de sport, de boxe. Exact. Particulièrement, quel genre de concept aimerais élaborer avec lui ? Parce que c'est compliqué d'interviewer le maire. C'est vrai, mais c'est ressortir l'histoire, en fait. Ouais. L'histoire, c'est surtout ça. Hein. C'est vrai qu'on connaît pas trop son histoire, effectivement. En fait, aujourd'hui, c'est le maire. Là, on parle beaucoup d'Édouard Philippe, mais on a tous une histoire particulière. Et lui, voilà, comment il a fait pour en arriver là. Enfin, il a quand même des très belles expériences. Hein. Donc, ton podcast, tu le disais tout à l'heure, mais a vocation à s'ouvrir aux autres personnalités que celles du sport. C'est exactement ça. Voilà, tu as envie de faire vraiment tout le monde. Ouais, c'est ça. Toute personne qui a une histoire, parce que là, tu vois, parfois il y a des coachs. Là, récemment, j'ai eu le DTN adjoint de la Fédération France de football, Franck Tivillier. Tu vois, c'est assez large et ça touche le sport ou pas. Après, c'est différentes disciplines. Je pense qu'on a tous une histoire particulière qui mérite d'être mise en avant. Alors, tu as déjà fait Adja Sawaneh, Timothée Paulet, pardon, le skipper, Bruno, ancien candidat de Koh-Lanta. Donc voilà, tu commences déjà à t'ouvrir. Tu voulais pas rester cantonné au foot, hein. Non, du tout, parce que ma vie fait qu'il n'y a pas eu que du foot autour de moi. Et j'étais dans différents milieux, différentes classes sociales. Et ça m'a fait du bien, en fait, dans ma vie, tu vois. Ouais. En quoi ça t'a fait du bien ? Parce que j'estime que, tu vois, quand j'étais retombé au niveau du foot, malheureusement, quand je me suis blessé, je suis revenu sur l'œuvre où j'avais pas de diplôme. Là, forcément, tu as moins d'argent, tu n'as plus rien, c'est compliqué. Et en fait, tu recommences sur des petits boulots. Tu vois, j'ai fait des petits boulots précaires. J'ai balayé les rues du Havre à 24 ans. Je me suis dit, mais en fait, c'est dur, quoi. C'est dur, la vie. Et le fait il y avait des personnes autour de moi, tu vois, en fait, j'ai rencontré des bonnes personnes. Tu vois, des personnes. Aujourd'hui, tu vois, malheureusement, on parle de. Il y a la retraite par rapport aux personnes, à certaines classes sociales. Mais ils ont été adorables avec moi. Ça m'a fait du bien. En fait, je pense que j'avais besoin à ce moment-là de retrouver un peu de valeur humaine et derrière pour pouvoir rebondir. Et des valeurs humaines, c'est ça que tu retrouves en faisant parler les gens à ton micro ? Oui, c'est exactement ça. Quand tu regardes bien, tu ressens, il y a beaucoup de bienveillance quand tu regardes et de valeur dans tous ceux qui sont passés au podcast. Alors je le disais, tu interviews aussi surtout des Havrais, mais pas que, tu me l'as dit tout à l'heure, tu as envie de t'exporter un peu, tu as pas mal voyagé à travers ton boulot de footballeur. Est-ce que tu penses qu'ici au Havre, il y a un vivier particulier de sportifs ? Bon, moi je crois que le Havre a vraiment une histoire très très particulière, tu vois, au-delà de ce qui se passe au niveau de la gare ou quoi que ce soit, parce que quand on regarde bien, dans toutes les disciplines, que ça soit sport ou culture, il y a vraiment des talents qui sont incroyables. Sincèrement, c'est un vivier qui est extraordinaire. Tu t'attendais à avoir un tel vivier quand tu as commencé le podcast ? Je sentais qu'il y avait un vivier, mais je ne le voyais pas à ce niveau-là. Mais sincèrement, c'est épatant, vraiment. Qui t'a impressionné ? Quelles sont les personnalités que tu as aimé interviewer et qui t'ont effectivement impressionné ? Encore une fois, c'est dur de détacher quelqu'un parce que tu vois, finalement, on se connaît, mais on ne se connaît pas. Quand il y a certaines personnes qui parlent, je suis impressionné de leur parcours. Je dis respect. Mais toutes les personnes qui sont passées, tu vois, il y a eu Kevin Hanin, il y a eu beaucoup. Kevin Hanin, incroyable. Pareil, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ancien du HAC aussi, qui a eu un grave accident de voiture et qui, respect, et qui maintenant est tétraplégique, je crois.
c'est ça? Paraplégique. Paraplégique, pardon. Et voilà, effectivement, ça reste un grand nom du sport à vrai, et un grand joueur. Ouais. Il y a eu Timothée Paulet. Timothée Paulet, son jeune âge, quand même, c'est exceptionnel. qui a fait la Transat Jacques Vabre, c'est fort, il me semble. Ouais. Tu vois, et il y en a tellement. Adja, qui est comme championne d'Europe, qui a un CV incroyable dans le hand. Je pourrais te citer tous les noms, tu vois, mais c'est fou, en fait, l'histoire qu'ils ont. Quoi, en fait. Et ils ont comme point commun tous de venir du Havre. Est-ce qu'il y a d'autres points communs chez ces gens, dans ces parcours-là? Je trouve qu'en fait, il y a beaucoup. On parle beaucoup de persévérance, quoi. Mais leur état d'esprit de ne jamais rien lâcher, en fait, de faire preuve de pugnacité. Ouais. J'ai senti ça quand même. Je sais pas si c'est le fait de venir du Havre ou. Tu vois, le Havre, c'est quand même une ville qui est mixte entre, je dirais, zone urbaine, zone citadine, rurale. Industrielle aussi. Industrielle. Tu sens qu'il y a des valeurs fortes quand même. Et je pense que ça les a énormément aidés, tu vois, dans n'importe quel domaine. Quoi. La pugnacité, l'envie, c'est vraiment des valeurs que tu as retrouvées chez les personnes que tu as entendues. Toi, tu as été formé ici, au HAC, à la KV Verte. Est-ce que justement, c'est des valeurs qui étaient enseignées à l'époque, à la KV de ton temps? Bien sûr. Et justement, hier, tu vois, j'étais en texto avec Johan Louvel. Ouais. Toi, coach, maintenant, il est entraîneur du 19 à Nice. Ouais. Prochainement, justement, je dois faire son interview à Nice. Sacré parcours aussi. Le Havre, le Maroc, retour à Nice. Ouais, sacré. Tu vois, on reparlait. C'était même émouvant parce que je me rappelle, en fait, je me rappelle de toi, Johan, la première fois que tu étais venu, à l'époque, j'avais 11 ans, tu vois, j'avais signé au HAC, et lui, c'était mon coach. Et il me disait, c'est grâce à des joueurs comme toi que j'ai aimé mon métier d'entraîneur, quoi. Bon, ça m'a touché quand même. Ouais, c'est sympa. Ouais, franchement. Et c'est pour te dire que il y a des talents partout, quoi. Ouais. Et il y en avait beaucoup à la KV. De ton temps, tu sors de quelle promo, toi? Je suis génération 83 entre Anthony Le Tallec, Sinama Pangol, et au-dessus, c'était Anthony Lop. D'accord, exactement. Anthony Lop, qui a été pas mal connu ces dernières années pour quand il joue à Quevilly. Voilà, il fait une finale de Coupe de France. Parcours encore une fois complètement incroyable. C'est trop fort, Anthony Lop, pareil, c'était un joueur qui jouait avec lui. Mais trop fort, je l'admirais, tu vois, c'était un plaisir de jouer avec des gars comme ça. Il fait une finale, il a quoi, 33 ans, un truc comme ça? Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, voilà, donc comme quoi rien n'est jamais terminé, et effectivement, personne ne l'attendait à ce niveau, quoi. Ouais, surtout pour un club amateur. Ouais. Il est en finale, il a fait 2 demi-finales de Coupe de France. Il a perdu une contre le PSG. Exact. Non, c'est très très fort. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, la formation à la KV dans ta vie d'homme, avant ta vie de footballeur? On parle beaucoup de valeurs aujourd'hui, tu vois, en fait. On forme à la fois on te forme en tant que joueur, mais on te forme également en tant qu'homme. Ça, on l'entend beaucoup. Mais je pense que, tu vois, comme l'école, ça m'a apporté de la discipline. Je m'explique, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'école, tu vois, on te demande de faire 8h, midi, 13h, mettons 14h, 17h. Donc, on te donne une discipline au-delà des matières. Et eux, ce qu'ils ont apporté, c'est derrière une autodiscipline. C'est-à-dire qu'en fait, tu avais un entraînement invisible où tu devais dormir à telle heure, tu devais bien manger. Donc ça, c'est des choses qui sont plutôt personnelles, il y a moins de contrôle. Et je pense que tu vois, cette autodiscipline, elle est nécessaire pour toi toute ta vie, et même derrière ta carrière. Quoi. Et moi, ça m'a fait du bien, tu vois. T'étais dans quel état d'esprit quand t'étais jeune au centre de formation du HAC? T'étais confiant dans l'avenir? Tu savais que t'allais signer pro? Tu t'étais inquiet? On se demande souvent comment sont les jeunes dans les centres de formation. En fait, on se pose beaucoup de questions, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de... Et le Havre, ça reste un centre de formation, il y a beaucoup de talent, énormément de talent. Et enfin, à mon époque, si je te dis des joueurs, il y avait Anthony Lop, il y avait Carlos Kameni, il y avait des sacrés joueurs, tu vois. Et franchement, on était... Enfin, je me rappelle même des certaines victoires en match, en tournoi. Tu te sentais fort, en fait. Tu te sentais vraiment fort. Après, évidemment, tu te projetais un peu dans l'avenir parce que même si ça reste un sport collectif, il y a quand même de l'individualité en disant tu veux signer, tu veux... mais tu es quand même dans une bulle, en fait. Ouais. Et toi, tu signes pas pro au HAC? Tu vas à Guignon? C'est ça. Voilà. Est-ce que déjà, c'est une déception de ne pas signer pro chez toi au HAC? Non, pas du tout, parce que... En fait, bizarrement, tu vois, dans ma vie, je suis resté jusqu'à 17 ans ici. En fait, ça se passait bien. En fait, je ne jouais pas toujours, mais vu qu'il n'y avait qu'une équipe, ils appellent ça en U17 nationaux, tu n'as qu'une équipe. On était à peu près presque 30 joueurs. Du coup, en fait, il y avait une alternance. En plus, j'étais en première année. Et
quand tu es jeune, tu fais preuve un peu d'impatience. Tu vois, et moi, je me suis dit, mais voilà, je joue pas. Quand je joue, c'est positif, mais j'avais envie de tenter ma chance. C'était quoi ton poste ? Attaquant. Attaquant. Et en fait, j'ai eu une opportunité en fait, avec Guignon qui m'ont vu jouer. Et derrière, en fait, ils venaient de gagner la Coupe de la Ligue. Ah ouais. En 2000. Et donc, l'objectif, c'était de signer là-bas mon contrat chez les jeunes et ensuite monter. C'était extraordinaire. Quand je suis arrivé là-bas, c'était fou. Tu vois, tu arrives dans un club qui gagne la Coupe de la Ligue. Et imagine un jeune de 17 ans, tu vois, même si j'étais bien au WAC, tu vois, tu sors là-bas, tu arrives là-bas, tu as ton petit contrat. J'étais comme un roi, je me suis dit, wow, ça y est, je vais devenir Zizou, moi. Ouais. Mais en fait, le foot, ça va vite. Et qu'est-ce qui se passe après ? En fait, ce qui se passe, c'est que ça se passe bien au départ. Ça se passe très bien. Sincèrement, j'ai des très bons souvenirs. Je joue contre Saint-Etienne. Je ne sais pas pourquoi, j'ai même un triplé. Il y a même Sochaux qui était sur moi à un moment là-bas. Et malheureusement, en fait, c'est que j'ai une pubalgie au départ que je soigne très mal. Pubalgie, c'est une maladie assez répandue. Une maladie... une blessure voilà, très répandue chez les footballeurs. Ouais. Non, et du coup, en fait, je trouve qu'aujourd'hui, tu as beaucoup plus... le centre médical est beaucoup plus... développé. Ils sont beaucoup plus attentionnés. Nous, à l'époque, on ne va pas dire que c'était... On faisait moins attention. Du coup, voilà, parfois, tu manges une pizza ou des choses comme ça. Et c'était une accumulation, malheureusement. Donc, pubalgie, ça plombe ma saison. Et derrière, tu vois, je traîne ça pendant quelques années. Et finalement, je me fais opérer, tu vois, à l'époque. Et je peux renouveler derrière, en termes de contrat, quoi. Ouais. Et après, tu t'en vas de Guignon ? Tu continues à jouer ? Je joue un petit peu, tu vois, je joue dans des clubs. J'étais même en CFA à Noisy-le-Sec, N2, c'est ça. Et en fait, j'avais besoin d'un club qui me remette bien physiquement. Et à l'époque, c'était Nasser Sandjak qui était là-bas, qui s'occupait de l'équipe nationale d'Algérie. Donc, tu vois, il y avait des liens peut-être avec l'équipe nationale, tout ça. Et j'étais jeune, j'avais la vingtaine. Je me suis dit, je vais refaire une saison et ça va bien se passer. Et c'est vrai que franchement, à l'époque, j'étais bien là-bas. J'étais bien, il y a des très bons joueurs. Il y a plein qui ont signé dans des clubs pro. Hassoun Kamara qui a fait une grande carrière aux États-Unis. Et le truc, c'est que ça se passe bien. Et en fin d'année, j'ai plusieurs essais en fait, dans des clubs. Il y avait un retour avec, à l'époque, c'était Jean-Marc Nobilo. J'avais le Paris FC et j'avais un club en Tunisie. D'accord. Mais le destin, je ne sais pas, Pierre, c'est assez étrange. Et en fait, les 3 clubs voulaient me voir la même semaine. Ouais. Donc, c'était pas possible Non, ça, c'était pas possible. Et tu vois, je sais pas pourquoi, en fait, j'avais envie de m'exporter, tu vois, aller dans un club ESE. Et donc, je décide d'aller en Tunisie. J'arrive là-bas. Franchement, j'étais bien reçu. Tu vois, l'hôtel à la plage, tout. Je me suis dit, wow, c'est la belle vie, là, tu vois. C'était quel club ? C'était à Sousse. D'accord. Franchement, c'était extraordinaire. Et je pense que je devais signer normalement parce qu'on a discuté avec mon agent. Et simplement, l'agent me dit avec le président, écoute, tu fais ton essai tranquillement de ton match et derrière, on te fait signer. Et ce qui se passe, malheureusement, c'est que quand je fais... c'était un petit match entre nous. Malheureusement, en fait, sur un long ballon aérien, je saute et je retombe sur ma jambe et clac, en fait, mon genou craque et rupture des ligaments croisés. Ah ouais. Donc, fin de l'aventure. Eh ouais. Et donc, finalement, je ne signe pas en Tunisie. Et c'est là que tout s'arrête ou pas encore ? En fait, là, rebondissement. Rebondissement, je reviens au Havre. Et finalement, c'est assez étrange le foot. C'est vrai, j'avais peut-être moins d'agents, moins d'amis, mais je me remets bien. Je me refais une grosse préparation. Je fais du kiné. Vraiment, j'étais plus en club pro, mais j'étais à l'époque au cabinet de tir à l'air. Et franchement, on me remet bien. 3 entraînements par jour. J'avais un préparateur physique. Et je me blesse au mois de juin. Et au mois de décembre, Jean-Marc Nobilo me refait signer au WAC avec la réserve. Ouais, la réserve. Ouais, c'est pas mal. Franchement, il s'est renseigné sur tous les clubs où est-ce que j'étais. Et il voit que, tu vois, il me dit, tu peux y arriver, quoi. Donc, je re-signe là-bas. Mais malgré tout, j'ai du mal à revenir à mon niveau. Ouais, franchement. Donc, lui passe avec les pros derrière. On me demande de re-signer. Mais tu vois, j'ai senti que j'avais perdu quelque chose entre la blessure pubalgie et puis le genou. J'étais plus le joueur autant peut-être percutant ou je pense qu'en fait psychologiquement j'étais passé à autre chose. Ouais. T'avais envie d'arrêter ? Je sais pas si je pourrais te dire j'avais envie d'arrêter, mais j'étais déçu de moi en fait. Ouais. Tu vois, déçu parce que le niveau que j'avais, je me suis dit peut-être qu'il m'aurait fallu 1 ou 2 saisons de plus, tu vois, pour que derrière je reprenne vraiment ma forme. Mais ce qui se passe, c'est que tu arrives à un âge, j'étais dans la vingtaine, où tu as des joueurs qui sont à côté de toi qui montent, qui vont signer pro ailleurs, et toi, ça te fait cogiter. Tu te dis, purée, mes blessures derrière, malheureusement, ils m'ont ralenti. Et... Ouais, tu te demandes pourquoi tu es le seul à pas prendre l'ascenseur. Ouais, quoi. Exactement. Et je pense que, on va dire, il n'y a pas de hasard, mais au bout d'un moment, je me suis dit, ok, je peux partir à l'étranger, ça peut marcher ou pas.
Mais voilà, comme je t'ai dit, psychologiquement, dans ma tête, c'était fini, quoi. Quand Jean-Marc Nobilo te rappelle pour revenir, pour toi, il n'y avait pas de... c'était le seul choix possible. Enfin, c'était chez toi. Est-ce que c'était important aussi que ce soit Jean-Marc, que ce soit chez toi? Est-ce que ça faisait la différence? C'était important parce que tu vois, Le Havre, ça reste un club, ça reste le club de ma vie, le club de mon cœur. J'étais parti quelque part parce que je pense que j'avais aussi besoin de prendre un peu mon envol, tu vois, quand j'étais parti à Guignon. Et revenir ici, c'était, même si tu vois, j'étais un peu plus vieux que certains, j'avais 2-3 ans plus que les autres, mais lui, l'objectif, c'était que je me remette bien, tu vois. L'objectif, c'était que déjà que la N3, on la monte en N2, on a réussi, et derrière que je puisse redécoller. Mais ouais, je pense pour moi, c'était que ça, quoi. À 24 ans, carrière terminée. C'est ça. Dans quel état d'esprit tu te trouves à ce moment-là? J'avais même 23 ans précisément. Et c'est horrible. Franchement, c'est horrible en tant que joueur. Tu vois, on entend... J'ai un ami, Wesley Ngobain, qui développe ça, tu vois, sur l'après-carrière des joueurs, tout ça. Ouais, très intéressant aussi. C'est extraordinaire ce qu'il fait. Justement, encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une agence, tu me dis si je me trompe, mais qui accompagne justement les sportifs après leur carrière, c'est ça? Et ouais, c'est dur. C'est dur parce que un footballeur n'est pas dans la même réalité que toute personne. T'es conditionné. Non, t'es conditionné. Ouais. Moi, à la base, on va dire, je savais pas trop c'était quoi une carte vitale, travailler, j'avais jamais travaillé de ma vie, tu vois, et toutes ces choses. Mais franchement, ouais, c'était dur. Et je me souviens même des anecdotes où, au départ, je cherchais un emploi. Quand tu vois les agences d'intérim, en fait, elles te disent monsieur, vous avez fait que du foot. Ouais, j'ai fait que du foot. Moi, je me disais dans ma tête, mais je sais que ça m'a servi à quelque chose. Mais on va dire qu'on ne croit pas en toi. Parce que malheureusement, en fait, on te prend en compte que par rapport à tes diplômes. Et je me suis dit, mais tout ce que j'ai fait dans ma vie, dans le football, je te prends un exemple. Tu es capitaine de ton équipe, donc tu gères tu es en capacité de pouvoir gérer des hommes. Le week-end, tu gères la pression. Tu vois, toutes ces choses, en fait. On appelle ça les soft skills aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Tu acquiers quand même des capacités... bien sûr. Classique, même dans un job de footballeur. Ouais, c'est ça. Et je me suis dit, je suis persuadé que ça va me servir un jour ou l'autre. Et je me suis dit, mais toutes ces années en fait où je n'ai pas étudié, maintenant en fait, je vais reprendre à la base de zéro, quitte à me sacrifier pendant 10 ans, et je vais reprendre un chemin pour arriver où je veux. En fait, je m'étais projeté sur 10 ans. Ça va vite, cette réflexion, après ton arrêt du foot. Tu te retournes tout de suite en disant, bon, allez, là, je vais faire quelque chose rapidement. Tu n'as pas le temps de trop cogiter? Non, je cogite quand même. Je cogite même pendant 3 mois, parce que pendant 3 mois, je balaye les rues du Havre. Donc forcément, tu t'imagines, un an avant, tu touches quelque chose au niveau du foot. Et là, tu réfléchis. Tu te remets en question. Tu te dis, est-ce que tu veux faire ça toute ta vie? Tous les efforts que tu as fait dans le football, peut-être qu'aujourd'hui, tu peux les utiliser d'une autre manière pour atteindre ce que tu souhaites. Et ouais, c'était vraiment un déclic. En fait, il y a eu c'est un peu le concept aujourd'hui impossible pareil. Il y a eu quelque chose en moi qui s'est déclenché. Je me suis dit, mais la flamme, c'est fini en fait. Je vais plus l'éteindre maintenant. Ouais. Elle va monter. Et qu'est-ce que tu fais après? Je fais différents jobs, mais incroyables, sincèrement. J'ai monté des chapiteaux, j'ai bossé dans une cuisine. Et en fait, ce qui est fou, en fait, c'est que toutes mes études, je les ai fait en parallèle de tous les jobs, quoi. Je me souviens, dis-toi que je nettoyais les classes, les bureaux le matin à 6h30 avec la ville du Havre. Je me levais à 4h et de 4h à 6h, en fait, je révisais, tu vois, mes cours. Je faisais des congés sans solde, mais c'est dingue. Franchement, aujourd'hui, je regarde le parcours, je me dis, mais incroyable, sincèrement incroyable. Comment j'ai fait, tu vois, même tu sacrifies beaucoup de choses autour de toi. Ouais. Et tu fais tes études, tu parlais de tes études, c'était des études en droit, c'est ça? Tu as un master de droit? C'est ça. En fait, l'anecdote, c'est qu'au départ, c'est ce que je dis à chaque fois quand je vais en conférence, on a tous une capacité dans un domaine, que ce soit le sport ou autre. Donc au départ, je me suis orienté dans le sport, j'avais obtenu les diplômes brevet d'état classiques et j'avais fini dans les meilleurs. Donc on m'envoie à Clairefontaine. Clairefontaine, c'est obtenu, il s'appelle ça le DES, donc c'est un diplôme pour pouvoir entraîner au niveau national. Et on est très peu à la base, tu vois, d'avoir ce diplôme même sur le Havre. Et donc, finalement, on me donne accès là-bas et au départ, je le loupe. Je pense que ça m'a fait du bien de l'avoir loupé. Ça m'a remis en question. J'y retourne, je l'ai. Et ce diplôme, en fait, officiel, c'est un diplôme d'État qui te donne un niveau Bac plus 3. Ouais. Je me suis dit, mais en fait, j'ai obtenu quelque chose de fort, tu vois, mais en fait, je peux aller plus loin. Je le sentais, en fait, que je pouvais faire quelque chose de plus grand. Et mon rêve, moi, quand j'étais jeune, j'aurais bien voulu être avocat. D'accord. Ouais, j'aurais kiffé, tu vois. Mais c'est aussi simple que ça. Tu te dis, ouais, putain, j'aurais bien aimé être avocat, tiens, je vais faire des études de droit, quoi.
Ouais, encore une fois, Ouais. tu vois, on a tous quelque chose en nous, mais on pense que, tu vois, c'est pas possible. Hmm. C'est comme parfois dans un job, on dit, bah écoute, faut que tu aies tel diplôme, telle compétence. Et toi, tu fonces. Ouais, parce qu'en fait, parfois, je te explique encore des anecdotes de ma vie où, On est là pour ça. Hein. ouais, T'inquiète pas. Je peux t'en raconter pendant. Mais ouais, non, mais on a autant de temps. À l'époque, c'était autant de temps que tu veux. un magasin de téléphone. Je reviens sur l'œuvre, regarde, tu vois, c'était à les périodes où j'avais pas de diplôme. Il y a un magasin de téléphone et je me souviens en fait sur l'annonce, c'était écrit Bac+2. Mais je me suis dit, mais c'est pas grave, je vais quand même tenter ma chance, tu vois. Donc en fait, j'y vais et il y a différents candidats. Je passe le premier entretien et j'arrive à l'entretien incroyable. J'arrive à l'entretien final avec donc le responsable de l'agence. Et la question qu'il me pose, je me souviens, donc on se représente, il me dit comment tu te vois dans l'avenir? Et moi je dis modestement, vous savez monsieur, en fait je me vois à votre place. C'est moi qui va gérer à votre place. Et en fait il est resté bouche bée. Ouais, généralement, ils aiment pas trop ça. Ouais, mais bizarrement en fait lui ça lui a plu. Il a kiffé. Ouais, il a kiffé parce qu'il a dit c'est une personne qui fait preuve de motivation. Donc je lui avais expliqué mon parcours, tous les voilà, les échecs. Ouais. Et donc finalement on me rappelle et on me dit c'est pour toi le job. Et finalement, bon, il y a eu des choses dans ma vie. Finalement, j'ai refusé le job. Mais quand ça m'est arrivé, je me suis dit, mais en fait, il n'y a rien qui est impossible. Encore une fois. C'est pas qu'une question Ça de t'a motivé diplôme. encore plus. Ouais, parce qu'en fait, c'est pas qu'une question de diplôme, la vie. C'est toi, ta personne, c'est ta vision de la vie. C'est tout ce que tu apprends. Même ton éducation, elle peut être importante dans ta recherche de ton salut, tout simplement. Je reviens rapidement sur le centre de formation. J'avais une question à te poser. Toi qui as arrêté ta carrière très tôt, est-ce que en centre de formation, on vous prépare psychologiquement à des arrêts de carrière tôt? À l'époque, pour moi, c'était pas autant développé. Ouais. J'ai le souvenir, par contre, à Guignon, donc là, c'était quelques années plus tard, il y avait l'UNFP à l'époque qui était passé, tu vois, bon, c'était simplement sur les syndicats des footballeurs professionnels. C'est ça, certains joueurs qui cherchaient des clubs par la suite en fin de contrat, tu vois. Et ça, en fait, c'était en début de saison. Je trouvais que c'était plutôt intéressant. Mais concrètement, sur l'après-carrière, non, tu vois, on n'en parle quasiment pas. Donc aujourd'hui, par contre, c'est bien. Maintenant, on en parle beaucoup plus dans les centres de formation. On en parle. Justement, tout à l'heure, j'ai évoqué Wesley. Et ce qui se passe, c'est que tu as aussi je pense que les centres de formation aussi, ils ont quand même une réflexion sur le joueur derrière. Ouais. Ils essaient de le replacer. Il y a quand même une approche plus, on va dire plus humaine, c'est pas vrai, parce qu'il y avait quand même de l'humain à l'époque. Mais il y a quand même cette réflexion de se dire derrière, s'il n'y réussit pas, il faut quand même qu'il puisse rebondir. C'est hyper important parce qu'au final, dans un centre de formation, que ce soit les très bons comme ceux du Havre, de Lyon, de Nantes, du PSG, il y a quoi? Il y a 10% des joueurs 17-18 ans qui vont signer un contrat pro. Ouais, c'est exactement ça. Mais ce qui est dur, tu 1 vois, sur 10, quoi, c'est pas beaucoup. Non, c'est Donc c'est pour ça que moi des fois ça m'étonne un peu que effectivement en centre de formation ce soit des choses qui soient pas forcément évoquées. Parce que comme tu disais tout à l'heure, on conditionne des gars pendant des années. Tu parlais de bulles, c'est très évocateur ce mot. Vous êtes mis dans des bulles. Peut-être qu'on vous fait croire aussi des choses que les agents, les entourages, même les entraîneurs qui vous poussent à la performance, et qu'au final il y a des mecs derrière qui vont peut-être pas tous réussir, quoi. Ouais, malheureusement, tu vois, tout le monde ne peut pas réussir dans un domaine comme le football, parce que t'as que très peu d'élus. Mais ce qui est réellement dur, tu vois, pour le joueur, c'est que on peut tout faire pour que derrière il puisse rebondir. Mais si tu n'as pas la volonté, tu regardes aujourd'hui, je prends l'exemple de certains clubs amateurs en U19 nationaux qui récupèrent beaucoup de joueurs qui sortent de clubs pro. Et ben, c'est pas forcément eux les meilleurs. C'est parfois des joueurs qui ont... Parce que le fait qu'ils ressortent d'un club amateur, parfois c'est dur psychologiquement. Bien sûr. Ils sont atteints. Et tu as des joueurs qui sont passés que le monde amateur et qui vont exploser à 18-19 ans parce qu'ils sont très forts mentalement. Et l'aspect, surtout le mental, c'est quelque chose qui est indispensable. Pour revenir à ton parcours, le football t'arrête pas définitivement puisque t'entraînes. Ouais. Tu disais que tu avais tes diplômes d'entraîneur, t'entraînes Bolbec, l'US Bolbec. C'est ça. Pendant 7 ans. C'est ça, en fait. Juste avant, j'étais au club des Neiges, qui était mon club de quartier. Tu vois. J'avais envie de rendre un petit peu ce qu'on m'avait donné. Et en fait, on avait réussi des choses magnifiques à l'époque. Il y avait aussi Kader Rao qui était coach avec moi. On était ensemble. Mohamed Rao également. On était monté jusqu'en N3. C'était quelque chose qui était extraordinaire et même inimaginable. Et moi, en tant que coach... Les Neiges en N3. Ouais, c'est pas mal. C'était fort à l'époque. Ouais. C'était en 2010 ou 2011. Et même quand je revois certains joueurs aujourd'hui,
tu vois, encore les yeux qui brillent parce que Ouais. c'était quelque chose qui était faux. Ouais. Après, malheureusement, c'est redescendu parce que c'était difficile. Il y a beaucoup de choses. Et puis faut dire que ça a un coût Mm. aussi pour les clubs. Quand tu accèdes au niveau national, faut un peu plus payer les joueurs. Il y a les déplacements qui sont plus loin, donc c'est toujours parfois compliqué à assumer pour des petits clubs de quartier, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais surtout, financièrement, plus tu montes et forcément, il te faut plus de moyens. Mais Ouais, humainement, voilà. c'était une très, très, très belle aventure. Et moi, ça m'a fait du bien, tu vois. Donc, il y a eu l'expérience au Ney, j'ai eu l'expérience à Bolbec. Et tu vois, au-delà réellement du football, c'est que ça m'a apporté des compétences. Tu vois, tout à l'heure, Ouais. je te passais sur la... T'étais directeur sportif Ouais, aussi c'est à ça. Bolbec. Voilà. Tu gères tout. Tu gères la structure globale, le financier, l'humain, tu gères les projets. Et ça m'a apporté un savoir extraordinaire, en fait. Mm. Tu vois, j'étais également beaucoup dans les associations, tu vois, dans les instances sportives où j'étais président de commission de l'éthique au district, à la Ligue de football Normandie, où je faisais beaucoup d'actions dans toute la Normandie en rassemblant des publics différents, Ouais. publics valides, publics en situation de handicap. Et je crois que toutes ces choses, en fait, elles m'ont apporté des compétences, tu vois, et ça a été bénéfique en tout cas pour la suite. Et qu'est-ce que tu as appris vraiment du côté de Bolbec? Quelles ont été justement ces compétences que tu as acquises lors de ces 7 années? Ce qui est intéressant à Bolbec, c'est que je sortais un petit peu entre guillemets, de ma zone de confort, qui était Mm. Le Havre. Et là, j'étais plutôt dans un milieu qui était... Oh, t'étais pas loin, hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais quand même, tu vois, c'était plutôt un milieu, je dirais même si ça reste une ville, c'était plutôt rural. Ouais. C'était un public qui était différent, donc il fallait aussi... fallait réussir, il n'y a pas le choix. Donc du coup, c'était sur la structuration, c'était pas simplement sur une équipe. Comment tu structures un club, comment tu t'apportes quelque chose à la collectivité. Donc c'était très, très enrichissant pour moi. Et ensuite, ça se termine, ça, si ma mémoire est bonne, en 2021. Et là, depuis donc 2021, depuis 2 ans, tu continues un peu dans le foot, tu entraînes, non, plus du tout. J'avais pris un peu de recul. J'avais donné un coup de main rapidement à Tréfilerie et Neige qui avait fusionné. Mm. Et en fait, j'avais ce projet d'Impossible mais pas vrai depuis pas mal de temps. Et je me suis dit à 1 an, bref, c'est le moment. Je sens qu'en fait, tu vois, les compétences étaient... Je pense qu'à un moment, tu sens les choses et je me suis dit, là, c'est parti. Ouais, donc tu en parlais tout à l'heure aussi, Impossible n'est pas vrai, c'est pas qu'un podcast, c'est aussi de la formation, tu disais, un peu de coaching. C'est ça. Parle-nous un peu de ces 2 aspects, formation, coaching, que tu fais dans ce cadre Impossible n'est pas vrai. On peut me solliciter pour un groupe de 20, 30, 40, 50 personnes et je viens. Ça peut être sur la motivation, ça peut être sur l'estime de soi, la confiance en soi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je prends beaucoup de choses de ma vie et qu'il y a une transversalité réellement avec tous ces domaines que j'ai pu te dire. On parle beaucoup de soft skills aujourd'hui. Ouais. Et je fais comprendre aux gens, c'est que peu importe ton parcours, peu importe tes échecs, mais tu peux y arriver. C'est surtout ça l'idée, tu vois, de comprendre que... Moi, ça me fait plaisir quand je te vois aujourd'hui, tu as le micro, tu vois, ça va être top toutes les rencontres que tu vas faire. Ouais. C'est extraordinaire. Faire quelque chose qui nous plaît. Et de te rencontrer, moi, c'est déjà, ça me fait déjà plaisir. C'est gentil. Et encore une fois, tu vois, je crois que tout le monde a une capacité qui est sous-développée, qui ne demande qu'à briller. Et toi, ton objectif, c'est justement de faire éclore ces capacités. Ouais, c'est mon objectif en quelque sorte. Et tu parlais de groupes qui faisaient appel à toi. C'est quoi, des entreprises, des groupes d'amis? Quel genre de personnes font appel à toi justement pour ces conférences de coaching? Ça peut être école. Avec qui tu as travaillé Ouais. Si tu as le droit de le dire, je sais pas, c'est peut-être confidentiel. Non, il y a des écoles de commerce, là je peux pas encore dire leur nom, mais, Ouais. Par exemple, il y a l'ISPN qui Ouais. forme des bac plus 2, bac plus 5, tu vois, je suis avec eux là. Il y a des centres de formation, des sociétés. Je suis même intervenu à l'université. Ouais. En fait, je ressors beaucoup mon parcours, mais pas que. C'est pas l'objectif, c'est pas simplement parler que de moi, mais c'est prendre des éléments, des moments forts de ma vie et les exposer. Mais les exposer en disant, c'est pas moi je sais, moi je sais, moi j'ai fait comme ça a marché. Peut-être que toi, si tu fais comme ça, avec ta vision de la vie, ça peut aussi marcher. Tu peux y arriver. Et où est-ce que tu as envie de l'emmener, ce projet? Quel est le futur pour toi d'Impossible n'est pas vrai? En fait, tu vois, je crois qu'on espère toujours L'objectif, c'est pas la gloire ou quoi que ce soit, mais c'est de me dire... encore une fois, je veux partager quelque chose de positif aux personnes autour de moi. Et je me dis que
si toute ma vie, tu vois, il n'y a pas eu de hasard dans tout ce que j'ai fait. J'ai eu un grave accident, je suis revenu à la vie. Il y a eu beaucoup de choses, en fait, plusieurs étapes. Mais en fait, à un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible, t'es pas là par hasard. Il faut qu'il y ait quelque chose de positif derrière dans ton parcours que tu puisses transmettre à tout le monde. Et surtout ça. Quand derrière, je recroise des personnes dans la rue, il y a des personnes que je vois par rapport au foot qui sont contentes, mais des personnes que je vois également par rapport aux conférences que j'ai faites qui me disent, mais ça m'a fait du bien et ça m'a donné un déclic. Je me dis, mais c'est ça en fait que je veux. Je veux que la personne, elle se dise, oui, c'est bon, c'est parti. Là, je sens qu'il m'a donné quelque chose, un peu de force. Aujourd'hui, on parle de force. Ok, il m'a donné la force nécessaire qui manquait pour partir. Tu parlais à l'instant de ton grave accident. Est-ce que tu peux nous le raconter dans les grandes lignes ? En fait, à l'âge de 18 mois, j'étais en Algérie. Malheureusement, c'est que j'ai fait tomber en fait une bassine d'huile en fait sur mon visage, sur toute ma tête. Ouais, c'était vraiment incroyable. Et c'était la folie dans la famille. Malheureusement, j'étais en Algérie, il fallait me rapatrier parce que c'était compliqué là-bas. Si tu t'imagines, on était dans les années 80. Donc quand je suis arrivé en France, j'ai arrivé au Havre. Je t'explique même pas dans quel état j'étais. Et là, en fait, on me soigne. Donc au départ, en fait, quand on me soigne, on ne parle même pas de bogocyte ou quoi que ce soit. On me dit simplement, est-ce que tu vas vivre ou pas ? Et finalement, en fait, je survis à l'opération. Et derrière, en fait, pendant... Il y avait une chance que tu ne survives pas. Ouais, c'est toujours. Même ma grand-mère, quand je la vois, ma mère, tu vois, souvent, elle m'en parle. Elle me dit, t'as eu beaucoup de chance. Et en fait, on va dire que t'es pas là par hasard. Et derrière, en fait, pendant quasiment 10 ans, tous les étés, j'allais à la clinique des Ormeaux. À l'époque, en fait, elle n'était pas au même endroit qu'aujourd'hui. À côté du collège ? C'est ça, voilà. J'étais au collège. Les Ormeaux. Et du coup, franchement, très bonne clinique, moi, à l'époque. Franchement. Et quand je vois certaines infirmières ou infirmiers, tu vois, je les remercie, docteur. Pendant 10 ans, tous les étés, j'y allais. Donc, des grosses opérations. Donc, encore une fois, tu vois, on n'a pas les mêmes moyens technologiques qu'aujourd'hui. Donc, j'avais des prothèses. Mais c'était fou, franchement. Je me dis, mais j'ai vécu ça. En début d'émission, tu me parlais de pugnacité. C'était ce point commun que tu avais vu chez tous les sportifs que tu avais interrogés. Tu es peut-être un bel exemple de pugnacité aussi, non ? Oui, c'est vrai. Et après, je t'expliquerai une anecdote sur comment j'ai fait pour entrer en droit, parce qu'on parle de pugnacité. Ouais. Mais tu vois, on va dire, dans mon malheur, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que en fait, j'ai eu beaucoup d'amour autour de moi. Ça m'a fait du bien, en fait. Ça m'a permis de trouver un équilibre. Et aujourd'hui, on parle beaucoup d'inclusion. Je le vois à la télé, inclusion pour le handicap ou que ça. Mais je crois qu'en fait, c'est pas simplement faire une action coup de poing sur une journée. L'inclusion, c'est aussi se dire, sur une certaine période qui peut être longue quand même, ça peut être sur des années, il faut qu'il y ait un accompagnement qui soit très très proche. Et moi, ça m'a fait du bien. Entre la famille, entre le football, et puis je vivais dans un petit quartier qui était les Neiges, tu vois, c'était un petit village. On m'a un peu surprotégé. Mais en fait, je me suis pas senti différent par rapport aux gens. Au contraire, je me suis senti plus fort que les autres. Ouais, franchement. Et justement, cette pugnacité qui t'a emmené à faire des études de droit, tu voulais nous raconter l'histoire ? Ouais, parce que l'anecdote, elle est folle. Et pareil, je la racontais également en conférence. Donc à l'époque, j'avais mon DES, comme je t'avais dit, par rapport au foot. T'avais le bac ou pas ? Non, j'avais même pas le bac. Même pas le bac, d'accord. J'avais pas le bac quand j'ai arrêté le football. Parce que à l'époque, dans le football, je me suis dit, j'ai pas besoin du bac, moi. Ouais. Et en fait, c'était une erreur. Mais bon. Donc j'avais eu mon DES à l'époque à Clairefontaine. Et donc, comme je t'ai dit, c'était un diplôme d'État. C'était un niveau licence, en fait. Ouais, tu vois. ok. Et bref, mon rêve, c'était avocat. Je me suis dit, mais je veux postuler dans toute la France et faire du droit, moi. Qu'est-ce qui va m'empêcher de le faire ? Même si c'est vrai qu'on te demande, encore une fois, il faut que tu aies tel niveau, il faut que tu aies ci et pas ça. Je postule à Marseille, Aix-en-Provence, à Paris, à Lille. En fait, c'était plutôt une spécialité qui était dans le domaine du sport. Un master en droit du sport. Et tu as Dijon, en fait, qui souhaite me rencontrer. Incroyable, je reçois le mail, je me dis, putain, c'est dingue, quoi. Je me rappelle, c'était un 3 juillet. Il me demande donc je dois y aller là-bas. Donc je pars le matin très tôt, j'arrive à Dijon à l'université. Donc moi qui j'aimais ta université, tu arrives là-bas, tu vois le bâtiment. Et tu as toujours une voix dans ta tête quand tu fais quelque chose où tu vas dans un endroit qui t'est pas familier, qui te dit, c'est pas pour toi, faut que tu rentres qu'est-ce chez que toi. je fous là ? Ouais, exactement. Ouais. Et non, en fait, j'ai envie d'être là, j'ai envie de prendre ma place, je suis un citoyen, tu vois, il n'y a pas de problème. Et donc, j'arrive, tout le monde est bien habillé, parce que tu vois, tu as un droit, il y en a, ils ont une petite cravate, tout ça. Donc moi, j'essaie de bien m'habiller aussi. Et je vois, il y avait un tableau d'émargement, toutes les personnes mettent leur nom. En fait, je n'avais pas compris que c'était un ordre de passage. Finalement, j'arrive le matin à 8h et je passe qu'à 17h parce que je mets mon nom à la fin. Je n'avais pas compris, en fait. Mais donc, j'attends toute la journée. Tu as une petite pression, mais ça va, tu vois. Je ne suis pas quelqu'un qui stresse beaucoup. Et je passe à 17h. Donc, je rentre dans une salle. Je pense que ça doit être c'est une salle de classe. Donc, tu avais le directeur du master. Tu avais le directeur aujourd'hui qui est
le directeur de l'université, si je dis pas de bêtises, et tu avais une ancienne étudiante. Mhm. Donc moi, j'avais envoyé un dossier conséquent sur toutes mes années, avec voilà, ce que j'ai fait dans le football, les associations, tout ça. Et ça leur avait plu, en fait, le côté humain. Donc on parle comme tout entretien, tu vois, d'embauche, quoi que ce soit. Et je me sentais confiant, je me sentais bien, tu vois. Et à un moment, on me pose une question en droit. Ouais. Et je me suis dit, ça va être chaud pour moi, là. Et tu t'y attendais pas? Ah non, franchement, je m'y attendais pas. Tu vois, c'est comme une question pareille qu'on peut te donner lors d'un entretien d'embauche. Tu te souviens de la question? Je me rappelle plus la question, mais je me rappelle que j'avais bugué. Et c'est une question très pointue, hein, tu vois. Ouais. Et j'ai dit, écoutez, monsieur le directeur, je suis désolé, je peux pas répondre à la question. Et là, tu vois, d'un air déçu, il dit, écoutez, vous avez un profil vraiment intéressant humainement. En fait, on ne peut pas vous mettre dedans parce que j'en garde que 19 sur 250. Et en fait, ça va être compliqué. Vous allez lâcher. Ça va être, pour nous, même sur la moyenne, ça va être compliqué sur la moyenne nationale. Je me suis dit, putain, ça va être chaud, quoi. Et donc, j'ai dit au gars, mais monsieur, je suis parti très tôt. Je crois à 4 h du matin. Je suis parti à 4 h. Je suis motivé. Il me dit, on sent que vous avez de la motivation, mais ce n'est pas suffisant. Et je crois que c'est la plus belle phrase de ma vie que j'ai pu dire. Hein. Ouais. Et je dis, vous savez, monsieur le directeur, j'étais footballeur. Vous savez, c'est un challenge pour moi, mais ça l'est également pour vous. Moi, si je prends un joueur qui est vraiment fort, une pépite, je l'amène au niveau, mais je suis content. Mais à moitié satisfait. Aujourd'hui, vous prenez que des personnes qui sont en licence de droit, vous les emmenez en master de droit. Oui, c'est la suite logique, quoi. Ouais, je dis, vous êtes satisfait à moitié. Est-ce que vous êtes capable de prendre quelqu'un, sportif de haut niveau, hors cursus, le former et qui devienne plus fort que certains que vous avez en master de droit? J'ai dit, vous en êtes capable, vous, en tant que directeur? Tu l'as challengé, quoi. Voilà. Et en fait, il y a eu le même blanc là, au micro. Ouais. Et là, le gars me dit, franchement, vous marquez un point. 2 semaines après, il m'envoie un mail, on s'appelle et il me dit, c'est bon, vous vous mettez dedans. Et l'histoire a débuté comme ça sur le droit. L'histoire de pugnacité. Mais c'est fou parce que... Et qu'est-ce que tu voulais en faire, justement, de ce diplôme de droit? Tu disais avocat, mais tu avais quand même une idée, spécialiste dans le sport, peut-être, je sais pas, agent ou... En fait, ce qui se passe, c'est que je sentais que quand tu obtenais le diplôme au niveau du foot DES, j'avais une lacune sur le domaine juridique. C'était très fort. Franchement, c'est un diplôme qui est vraiment fort en ce qui donne la Fédération France de football. Et je trouve qu'il est vraiment bien, le diplôme, sur la structuration des clubs. Et il donnait quelques notions sur le juridique. Tu avais quelques avocats qui venaient. Et moi, je trouvais qu'en fait, c'était un domaine qui me plaisait, mais c'était un peu loin quand même. Je me dis, mais ok, si tu as ces 2 diplômes, une double compétence... Ben en fait, tu vas être différent sur le marché. Tu peux aller en tant que directeur sportif, en tant qu'entraîneur, mais tu peux également entrer dans le domaine administratif, directeur administratif. Il y en a qui sont passés DG. Et il y en a beaucoup en fait, de ma formation qui sont dans beaucoup de clubs pro aujourd'hui. Tu en as un Sedan, tu en as un peu partout. En fait. Tu as le DG de Queville qui était avec moi dans la même promo. D'accord. Et c'est pour te dire que, en fait, dans un club, pour les gens qui ne le savent pas, en fait, on a 2 têtes qui sont très importantes. Un directeur sportif et un directeur général. C'est toujours comme ça dans tous les clubs. Mais en fait, les gens font souvent attention qu'au directeur sportif. Ouais. Et le directeur général, effectivement, c'est celui qui est un peu plus dans les papiers. Exactement. Voilà, qui signe les transferts, voilà, effectivement, qui négocie les contrats. C'est ça. Voilà, donc effectivement, c'est quelque chose assez pointu. Mohamed, ça fait un peu plus de 3/4 d'heure qu'on parle. Je ne sais pas si tu connais un peu le concept du podcast. Moi, j'ai une question pour terminer à chaque fois l'émission. C'est toujours la même. Et en fait, tu as carte blanche pour me répondre à cette question. Ça peut être quelques mots ou tu peux partir dans une tirade. Tu l'as dit plus ou moins lors de cette émission, mais j'aimerais que tu me dises pour toi ce que représente Le Havre. Le Havre, pour moi, c'est un endroit qui est cosmopolite, tu vois, avec des valeurs fortes liées à l'histoire. Il y a un héritage qui est quand même particulier. Et tu vois, mine de rien, même sur des jeunes aujourd'hui qui n'ont pas connu l'histoire du Havre, on sent qu'il y a des valeurs qui sont très fortes, des valeurs très très fortes, comme tu disais tout à l'heure, industrielles ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment quelque chose... Il y a une histoire qui est particulière, qui est redonnée à la population. Et est-ce que cette histoire... elle a un impact sur toi et sur tes projets? Est-ce que tu ressembles à cette ville? Je pense que je ressemble à cette ville dans la mesure où l'idée c'est de faire ressortir toutes les valeurs positives qui sortent de la population. Modestement, évidemment. Je ne suis qu'un
qu'un humain parmi tant d'autres. Mais tu vois, je pense que c'est ça aussi l'une des valeurs du Havre et des Havrais, peut-être l'humilité, justement. Ouais, c'est clair. Énormément d'humilité sur. Et pourtant, il y a un potentiel qui est énorme, hein, tu vois. Sur toutes les personnes que j'ai pu interviewer, mais je me dis, mais c'est incroyable le parcours qu'ils ont. Champion d'Europe, c'est dingue, quoi. Mais surtout, l'humilité, quand je les rencontre, c'est incroyable, incroyable. Il y a encore beaucoup de belles rencontres à faire, en tout cas pour toi, Mohamed. Merci beaucoup. Je t'en prie, c'était un plaisir. Ouais, merci beaucoup. Plaisir vraiment partagé encore une fois. Merci parce que, comme je te l'ai dit au début, tu as été une des sources d'inspiration pour moi. Donc, merci beaucoup. On peut te retrouver sur ton podcast, Impossible n'est pas vrai. On peut faire appel à toi aussi pour des conférences, tu le disais, coaching, etc. Donc voilà, vous pouvez aller écouter tout ça sur le podcast d'Impossible n'est pas vrai. Il y a le compte Insta, il y a TikTok, il y a tout ce qu'il faut. Merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très très bientôt pour un nouvel épisode dans le Pod Yaourt.